Euh, L'idée, on en a parlé un petit peu aussi durant ces 2 jours, on a parlé de la capacité de l'Afrique à former des jeunes dans le digital, on a parlé de politique du digital, et en fait, comment on arrive à fédérer au sein d'une administration une politique numérique. Souvent, elle passe par un directeur des services d'information. Donc j'aimerais appeler pour discuter plus en profondeur du e-gov et du rôle du DSI dans la transformation numérique. Ludovic Morinière, que vous connaissez maintenant, qui va modérer cette session. Il est toujours directeur de l'Afrique centrale et de l'Ouest pour le cabinet Bearing Point. On peut l'applaudir une nouvelle fois. Merci beaucoup. Alors, on va, je crois, appeler 2 personnes qui vont venir me joindre ici. Alors, je crois qu'il y a Monsieur Lassana Konaté de l'ANSUT, c'est ça? Ah, du ministère, pardon. J'ai changé le... C'est pour sûr ce que vous... Ouais, c'était pour être sûr que vous suiviez. Oui, vous êtes directeur de l'économie numérique. Voilà, au ministère du même nom. Et Monsieur Soulaye Djiré, directeur exploitation à l'ANSUT. Merci messieurs. Donc, alors on va faire on va parler des DSI dans l'administration et du rôle des DSI dans l'administration comme catalyseur de la transformation vers l'administration numérique. Alors, je ne sais pas quel est votre parcours et votre passé, mais on va parler des DSI sans DSI. En tout cas, vous n'êtes pas... Aujourd'hui, votre titre n'est pas DSI. Mais j'imagine que vous en connaissez plein et que vous connaissez quel est leur rôle dans les administrations, notamment en Côte d'Ivoire. Donc, ça va être intéressant d'avoir votre point de vue. En effet, comme le disait Jean-Noël tout à l'heure, les directeurs et responsables des systèmes d'information constituent une force de proposition pour impulser une dynamique de transformation vers une administration numérique. Alors c'est un débat de fond réunissant ici des responsables SI, mais aussi de manière générale dans toutes les administrations, les responsables RH d'administration publique qui sont aussi les personnes qui vont accompagner la transformation numérique, ainsi que tous les responsables opérationnels qui sont les clients de ces DSI. Et puis bien sûr vous dans vos rôles respectifs qui accompagnez cette transformation pour les ministères en tant que au niveau du ministère de l'économie numérique, mais également au niveau de l'ANSUT, on en a beaucoup parlé jusqu'à aujourd'hui. Moi, je voudrais quand même, peut-être avant de commencer, qu'on vous présente, bien sûr, puisque on a vu vos noms et vos fonctions. Alors, je ne connais pas très bien Monsieur Djiré. Je pense que vous vous présenterez vous-même. On connaît tous l'ANSUT, mais par contre, j'ai pu avoir quelques informations sur vous, Monsieur Konaté, et donc vous me direz si je me trompe et vous pourrez rajouter certaines choses. Donc vous êtes un expert en télécommunications, d'après ce que j'ai compris, expérimenté avec plus de 30 ans d'expérience dans l'environnement des communications en général. Vous avez travaillé sur le fixe, le mobile, le satellite. Et avant de rejoindre le ministère des Télécommunications en Côte d'Ivoire en 2015, en tant que conseiller technique principal du ministre, vous avez travaillé dans le secteur privé, occupant différents postes de direction localement en tant que directeur technique chez MTN Côte d'Ivoire. Et dès le lancement du premier réseau GSM, c'était en 1996. Et dans le pays jusqu'en 2006 et à l'international en tant que directeur des grands comptes et commercial d'Intelsat de 2007 à 2014 à Johannesburg, dont vous avez aussi un peu voyagé dans d'autres contrées africaines. Vous êtes reconnu comme un visionnaire en gestion des affaires et des technologies. Et donc, à ce titre, vous avez été nommé depuis 2016 directeur de l'économie numérique en charge de la gestion stratégique de la transformation numérique de Côte d'Ivoire, en mettant l'accent sur la gestion des technologies de l'innovation. Donc c'est peut-être de ça dont vous allez me parler, notamment le lien avec les DSI. Voilà, je ne citerai pas tous vos diplômes et vos formations, mais vous êtes notamment titulaire d'une maîtrise en télécommunications et d'un certificat de stratégie de transformation de l'université Boston University Questrom School of Business. Donc vous êtes un petit peu anglophone aussi, j'imagine, et vous avez fait un beau parcours. Voilà, donc certainement un avis intéressant. Alors, Monsieur Djiré,
Qu'est-ce qu'on peut raconter sur vous, si vous voulez bien le faire à ma place? Et vous le ferez certainement mieux. D'accord, je le ferai avec plaisir. Donc, Monsieur Jerry Soulet, directeur d'exploitation à l'ANSUT. L'ANSUT, c'est l'Agence nationale de services universels et télécommunications. Donc, moi, j'ai joint l'agence en 2015, après à peu près 15 ans, 20 ans de vie au Canada, où j'ai fait mes études. Et j'ai travaillé chez un opérateur de télécom en tant que chef de projet. J'ai un diplôme d'origine de bachelor en ingénierie, génie logiciel, génie électrique. Bon, en fait, à l'époque, c'était en 2000, donc il y avait cette combinaison. Donc, à l'ANSUT, qu'est-ce que je fais exactement? Donc, l'exploitation, ce qu'on peut dire, c'est vraiment une mission qui revient par rapport simplement aux missions qui ont été confiées par l'État. Donc, vous savez que l'ANSUT a une vocation transversale. Donc, on a un certain nombre de programmes essentiels que nous gérons, entre autres l'intranet gouvernemental, qu'on connaît très souvent sous le nom de eGov, dans lequel il y a plusieurs composantes. Il y a une composante infrastructure, il y a des composantes de services. Ensuite, il y a des programmes relatifs à la maturité numérique. Et il y a des programmes relatifs à tout ce qui est ce qu'on appelle EDA, tout ce qui est dématérialisation des services. Et après, au-delà de tout ça, de façon plus globale, l'ANSUL aussi, dans son portefeuille, a tout ce qui est vulgarisation à travers un certain nombre d'initiatives qu'on fait relatifs à ANSUL Block Camp, on a un certain nombre d'initiatives. Donc, j'ai joint l'ANSUL en 2015, j'assume le poste de directeur d'exploitation pour atterrir, pour recevoir tous ces services, que ce soit de l'infrastructure télécom, que ce soit des e-services, que ce soit aussi l'exploitation au quotidien d'un certain nombre de choses relatives à l'activité du gouvernement. Voilà, de façon très brève. Très bien, merci beaucoup. Donc, on a finalement en face de nous quand même deux expérimentés des télécoms. Donc finalement, on avait commencé ces 2 journées en disant que l'ADEX, c'était initialement les télécoms et les systèmes d'information. Aujourd'hui, on parle plus digital, numérique. Malgré tout, les télécoms, et on l'a vu encore hier, sont au cœur de la transformation numérique puisqu'ils portent la donnée et ils apportent aussi des services et de plus en plus d'hybridation dans leur business model également. Donc, si je voulais faire un peu le lien avec le thème actuel des DSI. Moi, quand j'entends DSI, aujourd'hui, ça me paraît de plus en plus bizarre. Directeur des systèmes d'information. Finalement, aujourd'hui, c'est quoi un système d'information dans une entreprise, dans une administration notamment, puisque c'est le thème de ce soir. Est-ce que finalement, ce n'est pas le CDO, le Chief Digital Officer, le patron du digital? Finalement, c'est un peu plus ça aujourd'hui, le DSI. Donc, avant, c'était les télécoms. Maintenant, après, il y a les systèmes d'information. Avant ça, il y avait les gros systèmes. Aujourd'hui, c'est le digital. Finalement, tout ça, c'est un peu la même chose. Et en même temps, ce n'est plus tout à fait le même métier. Donc, monsieur Konaté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas finalement aujourd'hui le rôle qu'on demande à un DSI, c'est d'être le Chief Digital Officer dans les administrations? Merci pour cette question. Alors, de toute façon, il va de soi que quand on regarde dans les 10-15 années en arrière, l'évolution jusqu'à aujourd'hui, la fonction en termes de gestion des systèmes d'information a totalement changé ou doit totalement changer. Il y a 15 ans, peut-être 20 ans en arrière, directeur des systèmes d'information, quand on parlait, c'était beaucoup plus en termes d'informatisation de ces services. Et derrière informatisation, c'était amener, automatiser certaines activités, changer certaines procédures, mais sans vraiment plus. Aujourd'hui, il y a une évolution, mais par rapport à l'attente des citoyens vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de l'État. Jusque-là, les rapports entre l'État et le citoyen, je dirais c'était des rapports basiques, basés sur le service public dans sa conception initiale. Aujourd'hui, ce matin encore, on le disait avec les GovTech, les technologies apportent
quelque chose de fantastique. La capacité des calculs, la puissance de l'informatique, les réseaux, les capacités de stockage qui font que définitivement l'État a les moyens d'apporter beaucoup plus que simplement l'informatisation. Et vu du côté ministère, en tant que organe de tutelle en charge même de la définition des stratégies, pour nous, le nouveau DSI, donc le CDO, est véritablement un acteur important, central dans cette stratégie, depuis la conception de la stratégie, l'implémentation, que dans le suivi et l'évaluation. Oui, mais si je me souviens bien, à l'époque justement, par exemple, si on prend il y a 20 ans, vous faites référence à cette période, le DSI était un petit peu le chef dans son château fort, c'était lui qui maîtrisait, on pouvait difficilement remettre en cause sa parole. Il maîtrisait, il avait ses équipes d'informaticiens, et puis quand une direction d'une administration disait « Ah, j'aimerais bien avoir telle chose, telle informatisation dans mon service », « Oh là là, ça va prendre trop de temps, ça va être trop cher, ça va prendre... Voilà, c'est moi qui choisis le système, etc. » Aujourd'hui, le digital n'a pas un peu changé cette relation entre le DSI et les directions, puis les citoyens qui aujourd'hui comprennent ce qu'est le digital, qu'est-ce qu'on peut potentiellement faire. Et donc, est-ce que le DSI a ce même rôle et comment a-t-il changé justement par rapport à ça? Alors, de toutes les façons, de plus en plus, on parle de quoi? De l'écosystème. On parle d'un écosystème. Le DSI, ce n'est plus le chef dans son coin qui traite juste des questions, on va dire, techniques. On n'a plus affaire à une simple machine, un ordinateur, on parle de plateforme, on parle de service. Et tout comme cela s'est imposé ou s'impose aux entreprises du privé, la transformation digitale est aujourd'hui une nécessité, une obligation, ce n'est pas une option. Et c'est lui qui peut conduire ça de l'intérieur d'une administration, accompagner toute cette volonté politique en termes de transformation digitale, mais aussi être cette interface avec les clients, entre guillemets, de son ministère, de son environnement, ouais. C'est lui. Mais donc il doit comprendre encore plus le métier de ses clients, entre guillemets, peut-être qu'avant. La fonction s'est complexifiée. Ouais. La fonction est devenue beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste. Et c'est en cela que ça aurait été intéressant d'avoir les responsables des ressources humaines avec nous pour qu'ensemble, on sache que le job description ou la fiche des postes du DSI a évolué. Les attentes aujourd'hui, M. Guiré vous le dira, lui est en contact au quotidien avec les entités. Bien sûr. Dans leur démarche de numérisation, de digitalisation, ce qu'il attend comme profil pour pouvoir mener à terme ces politiques, mais aussi amener les clients finaux à s'approprier de ce qu'on leur propose pour faciliter la vie, pour faciliter leur interaction, pour améliorer leur expérience client. Ce n'est plus ce qui se passait avant. Tout à fait. Ça a évolué, la fonction a évolué, c'est devenu complexe. Plus transverse. Plus transverse. Voilà. Et justement, Monsieur Giré, donc vous êtes en effet dans vos fonctions en contact quotidien avec ces personnes qui portent ces projets-là dans les administrations, mais aussi dans les projets auprès des citoyens et tous les projets que l'ANSUT accompagne. Ce sont les DSI vos contacts, mais ce ne sont plus que les DSI vos contacts. Ce sont aussi tous ces gens qui font du digital leurs enjeux. Oui, tout à fait. En fait, dans le cadre des projets qu'on réalise, aujourd'hui, l'écosystème a beaucoup changé. On en parlait tout à l'heure. La fonction elle-même, elle a pris une autre dimension. Et il y a d'autres intervenants qui arrivent. Et ces intervenants, il faut pouvoir les coordonner. Et c'est là que vient le rôle d'un DSI. Parce que, in fine, il y a la partie réalisation, mais il y a la partie, il faut assurer la pérennité, il faut accompagner, il faut avoir le côté harmonisation de l'ensemble des plateformes. Et ça prend une personne clé qui est le DSI, qui autant il doit être performant, autant il doit gérer toute cette vague
de transformation qui vient à lui et qui devient le pilier de tout ça, en fait. Donc, nous, au quotidien, dans le cadre de l'administration publique, on travaille de façon permanente avec les DSI. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un rôle transversal. Donc, au quotidien, on est amené à interagir avec les DSI. Donc, on est amené à vivre leur réalité sur le terrain. Souvent, on se rend compte que le statut même du DSI n'est pas complètement défini. Ouais. On se retrouve dans certaines administrations, on parle encore de responsable informatique. C'est-à-dire quelqu'un qui va aller, il s'occupe des consommables, il s'occupe s'il y a un ordinateur qui ne fonctionne pas, on l'appelle. On n'est plus dans cette dimension. Aujourd'hui, l'envergure des projets que l'ANSUT réalise et que nous réalisons pour l'administration, ça prend un DSI qui arrive à absorber toute cette complexité, mais qui arrive à être aussi un chef d'orchestre. Parce que c'est tellement complexe, toutes ces plateformes qui doivent être interopérables et qui doivent garder toute la continuité de service, toutes les questions de performance, que ça prend quelqu'un qui a les compétences, ça prend quelqu'un qui a un statut qui est clair au niveau de l'administration, parce qu'il faut dire aussi que la situation n'est pas pareille du privé au public. Le public, on le sait partout dans le monde, les mécanismes d'évolution ne sont pas pareils que dans le privé. Le privé, on a plus de souplesse, plus de flexibilité, alors que dans le public, c'est plus lourd. Et donc, pour qu'on puisse vraiment arriver à une digitalisation qui porte fruit, ouais, il est important qu'on se mette à un certain diapason. C'est là que vient vraiment le rôle du DSI. Nous, on l'a fait récemment dans le cadre du lancement du télétravail. On a dû mobiliser l'ensemble de tous les DSI de l'administration. On estimait environ 66. Ouais. On les a mobilisés pour lancer le télétravail pour que le gouvernement puisse continuer à travailler. Mais justement, les mobiliser, c'est bien, mais vous comprenez qu'entre ce qu'ils ont à gérer au quotidien, et vous disiez, ils gèrent les consommables, et ce qu'on leur demande aujourd'hui, il peut y avoir un gap énorme, et on est face à des humains qui sont avec leurs moyens, leur formation, leur passé. Quel est le rôle, du coup, de vos deux institutions pour accompagner ces DSI, pour être à la page systématiquement des enjeux d'aujourd'hui? Ils ont fait face, comme tout le monde, à la Covid-19. Qu'est-ce qu'on leur apporte? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? En tout cas, comment on peut les accompagner pour être tout le temps au bon niveau et d'avoir ce bon discours auprès de leurs administrations? Tout à fait. Nous, de façon très concrète, je pense qu'aujourd'hui, dans nos relations avec les DSI, il y a tous ces mécanismes de renforcement de capacité. Donc, on n'attend pas que les choses arrivent, on anticipe parce qu'on a des projets qui sont très structurants. On a des projets qui font fonctionner le gouvernement, par exemple les applications relatives au e-conseil qui permettent de gérer le conseil des ministres, les prochaines versions de certaines applications qui vont arriver. Donc, on a des mécanismes de renforcement de capacité. On a des mécanismes aussi de formation, anticipation sur les prochains défis. Tout ce qui est relatif à la blockchain, tout ce qui est relatif à l'intelligence artificielle. On a la chance avec certains partenaires qui nous accompagnent, qu'on fait souvent ce qu'on appelle des ANSUT Days, qui permettent de vraiment réunir tous les DSI et puis commencer à avoir des mécanismes de formation, des mécanismes d'interpellation sur les prochaines étapes en termes de complexité dans la gestion des plateformes de l'administration. Donc, on a ce cadre de collaboration-là qui est un élément factuel. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, avec notre ministère de tutelle, on essaie de travailler beaucoup sur le statut des DSI. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore cet élément qui n'est pas encore complètement résolu en termes de statut même du DSI dans l'administration publique. D'accord. Donc justement, je vous voyais réagir tout à l'heure. Vous allez peut-être réagir à ça, au statut, mais peut-être aussi à cette problématique de formation et d'accompagnement. Monsieur Konadé? Oui, c'est sûr qu'avec l'évolution au niveau de la fonction, il y a des gaps qui sont visibles, qui sont perceptibles. Et en tant que tutelle, en tant que structure publique, c'est à nous de mettre le cadre, en fait. Et jusque-là, il faut savoir qu'au niveau de notre stratégie de développement de l'économie numérique, la formation et le développement des compétences est un axe stratégique majeur. Mais avec le changement, les mutations qui sont en cours, c'est qu'on sera beaucoup plus regardant. On va mettre de façon particulière, par exemple, la définition de statut
du DSI, ou en tout cas trouver la nouvelle appellation qui englobe l'ensemble de ces nouvelles missions. Parce qu'aujourd'hui, les statuts sont un frein à ces nouvelles missions. Aujourd'hui, les statuts actuels sont un frein à ces nouvelles missions. Les statuts du DSI. Oui, en fait, les statuts du DSI aujourd'hui, comme il a dit, c'est encore malheureusement celui-là qui s'occupe juste de la maintenance des ordinateurs, les consommables et tout. Quand on voit des nouvelles problématiques telles que la cybersécurité qui arrive, quand on voit des nouvelles problématiques en termes de gestion, d'anticipation sur des risques, la protection des infrastructures critiques, avec tout ce qu'il y a comme... On parle vraiment de profiter de tout ce réseau, de tout ce que les technologies apportent, mais ça, chaque DSI est à la tête d'une entité qui peut être un maillon faible en termes de cybersécurité. Il a un autre rôle à jouer. Ce que je peux dire, c'est que pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de travailler à la définition d'une nouvelle stratégie nationale pour le développement de l'économie numérique, qui est une actualisation du schéma directeur qui existe en 2012. Et à l'intérieur de cette stratégie, nous allons mettre un accent particulier sur le développement des compétences et avec un œil, un zoom sur la fonction du DSI, donc qui devient un acteur incontournable. Mais avec un travail fort à faire avec la fonction publique, avec le statut des fonctionnaires, avec tous ces sujets-là qui sont quand même aussi des sujets importants et pas simples à mobiliser, entre guillemets. Complexe. Oui, très complexe. Ouais. Ok. Et donc, si on revient un petit peu sur la question de la session qui était le DSI, admettons que ce soit le CDO, le futur responsable du digital, qui a ce rôle transverse, qui a les statuts qui le portent, qui est capable d'intervenir partout où il a la possibilité de le faire, sur la cybersécurité, sur la blockchain, sur ces sujets-là. Admettons qu'on ait passé ce cap. Quels vont être les enjeux de demain pour le DSI avec ces nouvelles fonctions dans l'administration ivoirienne et peut-être en extrapolant dans les administrations en général en Afrique? Qu'est-ce qui vont être ses priorités, d'après vous? Alors, je pense que dans un premier temps, la priorité pour lui, ça va être déjà d'être en adéquation avec son milieu, son écosystème. On parle de gap au niveau même de la formation du DSI, mais il y a aussi ce gap qui existe au sein des ministères. Il y a même la formation de base des utilisateurs de toutes ces technologies qui leur sont mises à disposition. Ça va être un élément important. En même temps que le CDO, ça doit être quelqu'un qui soit suffisamment bien formé dans sa tête pour jouer ce rôle d'acteur dans la définition des stratégies en matière de transformation digitale du pays et des problématiques aussi critiques que la cybercriminalité, la cybersécurité et la protection des informations, des infrastructures critiques. Avec un rôle de conseil aussi sur ces sujets-là, de protection des données personnelles. Un apporteur avant, c'était plutôt le réceptacle des besoins. Il allait répondre à des besoins. Demain, c'est celui qui va proposer des solutions à ses partenaires dans les directions et auprès des citoyens. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, en fait, le CDO, si on va dans le même sens que vous proposez, le CDO de l'administration, il va être quoi? D'abord, il va être un CDO avec toutes les compétences les plus avancées du standard du marché. Au-delà de ça, il y a la question de l'harmonisation de l'ensemble des services et des plateformes. Parce que n'oublions pas que l'administration publique
c'est souvent, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en environ 40-45 ministères. C'est comme si c'est 45 voilà, entités qu'il faut harmoniser. Et puis souvent, il y a la complexité, il y a toutes les questions relatives aux règles de développement de projets qui ne sont pas souvent harmonisées. Donc, ce serait important pour lui de jouer pleinement ce rôle-là de pivot, d'être vraiment le point central pour des questions de cohérence dans le développement du digital et aussi d'être aussi le point de référence. Parce que n'oublions pas que l'administration publique, il y a souvent des utilisateurs, des acteurs qui arrivent en termes de progression, mais ils n'ont pas eu certaines compétences digitales. Aujourd'hui, l'ANSUD vient de lancer le programme national de certification, c'est justement pour combler ce vide-là. Imaginons qu'il n'y a pas ça, c'est le CDO qui est obligé d'aller s'apaisantir sur ces problématiques. Donc aujourd'hui, il aura, dans un premier temps, moi je pense que ça va se faire en plusieurs phases, hein. Dans un premier temps, il va avoir vraiment cet effort-là de rattrapage. Parce qu'on sait très bien que la vague et la génération des fonctionnaires, il y a beaucoup qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas vécu l'ère du digital. Et donc, il faut les rattraper pour les mettre au diapason des nouvelles technologies. Mais après, il faut amorcer toutes les questions d'harmonisation automatiquement pour des questions de plateformes interopérables où on va demander au DSI d'être force de proposition, de participer à l'ensemble de toutes les initiatives du ministère et d'être vraiment la personne qui arrive à mettre son stamp, si je peux dire ça comme ça, pour valider une initiative ou un projet ou un service qui arrive d'une direction X et qui peut-être n'est pas au bénéfice d'une autre direction, et ainsi de suite. Donc, globalement, ça va être une partie pas évidente, mais ce sera les premiers défis auxquels ce CDO de l'administration là va faire face. Et nous, notre rôle à l'ANSUD, vu qu'on a une vue transversale dans la réalisation de certains projets, évidemment, notre rôle avec le ministère, c'est de les appuyer, c'est de les accompagner pour qu'on puisse accélérer cet apprentissage, de sorte à ce qu'on puisse faire des bons en termes de rapidité d'acquisition de certaines connaissances et aussi des bons en termes de rapidité par rapport à la mise en œuvre de certains services qui sont censés apporter de la valeur très rapidement à l'administration. Parce qu'in fine, c'est ça qu'on recherche. On veut avoir une administration digitale et on veut l'avoir dans les plus brefs délais. Et donc, il faut que les acteurs suivent et il faut que les DSI soient mis au diapason. C'est vraiment ça le vrai défi. Tout à fait. Et alors, du coup, je vais être un peu provocant, mais on est en période préélectorale. Les choses vont encore évoluer probablement dans les années à venir sur la manière dont l'administration va évoluer. Ministère de l'économie numérique, ministère le plus puissant de toute l'administration ivoirienne demain, pourquoi pas? On parle du fait que tout doit être digitalisé pour les citoyens. Ministère de l'économie numérique pourrait être le grand ministère des futurs mandats présidentiels en Côte d'Ivoire et en Afrique. Si demain tout est fait en digital. Non, peut-être un ministère important. Un ministère important parce qu'un ministère qui sera en charge qui sera un catalyseur par rapport à la croissance de façon générale. Parce que c'est un ministère qui va se positionner de façon transversale, qui va apporter à tous les autres secteurs de l'économie les outils de leur transformation dans une ère qui se veut digitale, avec pour objectif d'emmener à la croissance et au bien-être de la communauté. Et l'économie numérique a véritablement cette puissance, cette force de réaliser cette ambition. Et est-ce que vous pensez que partagé, enfin, cette vision est partagée par tous vos collègues dans tous les autres ministères, où on voit encore le ministère de l'économie numérique comme oui, bon, c'est voilà. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément, et puis de toutes les façons, bon, au coup de sifflet, on n'est pas tous au même niveau, voilà, ça c'est très clair. Nous, on a la chance d'avoir ce parcours, d'avoir des gens au sein du ministère, des gens qui très rapidement ont pris la mesure de ce que peut représenter l'économie numérique. On a mis beaucoup de temps à expliquer. La COVID-19 est passée par là.
et qui va être un accélérateur. Exactement. Et on- Aussi bien les citoyens, aussi bien les clients, aussi bien, tout le monde a compris ce que la digitalisation pouvait apporter ou pouvait être. Et c'est pour cela que nous, on est beaucoup plus dans cette logique où on parle de la nouvelle normalité. Il y a eu la Covid, il y aura l'après-Covid, on va revenir à des choses, mais vues d'une autre façon ou faites d'une autre manière. Et ça, c'est très clair. Donc, tous les ministères comprendront ou commencent à comprendre que l'économie numérique est assez transversale, est un outil à leur disposition pour atteindre leurs objectifs avec célérité, à une échelle plus grande, à travers des moyens que nous leur mettons à disposition. Et potentiellement permettre de réduire des coûts sur certains sujets avec l'investissement initial et in fine un meilleur accès aux services, plus rapide, plus simple, moins cher pour le citoyen. Et c'est l'une des grandes leçons que même certaines entreprises ont dû apprendre avec la Covid. Aujourd'hui, on peut imaginer de nouveaux business models, d'autres façons de faire, mais de façon profitable également, en utilisant la technologie de l'information. Et je pense qu'il en est de même pour le ministère et pour l'État, d'une façon générale, qui peut faire beaucoup de savings sur un certain nombre de choses en utilisant la technologie. Et donc le CDO, potentiellement un des postes les plus importants de tous les ministères, si ce n'est le plus important. Vu du côté de, j'allais dire, de l'économie, de l'écosystème du numérique, nous le voyons comme un acteur incontournable et un véritable catalyseur, une force de proposition pour accompagner cette dynamique. Tout à fait. Éventuellement rajouter un point. En fait, je voulais juste rajouter que, comme vous le dites, ça va être un poste qui va être, au fil des années, qui va être déterminant. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution et avec la projection des e-services et de tout ce qu'on doit réaliser, et surtout, un élément qui est important, il faut assurer la pérennité. Parce que ça a l'air simple. Aujourd'hui, il y a une vague mondiale, réaliser des e-services, mettre des plateformes, ainsi de suite. Mais après, il faut pouvoir les opérer, il faut pouvoir les maintenir, il faut pouvoir assurer leur survie et assurer aussi leur fin de vie. Parce qu'il y a ça aussi. Et c'est là que vient le rôle d'un CDO qui va développer ses compétences, qui va devenir vraiment une pièce maîtresse dans tout ce vaste chantier, de sorte à ce qu'on ne replonge plus dans certains travers du passé. Parce qu'à l'époque, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, quand on avait un projet, on allait voir l'informaticien, il était braqué, il ne voulait pas du tout. Non, aujourd'hui, c'est l'ouverture. Le CDO de l'administration, il va être quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui sait travailler avec ses collaborateurs des autres ministères, parce qu'il va avoir des notions de partage de données, des notions de sécurisation d'informations relatives à l'État. Et donc, on va être dans une autre dimension par rapport à la fonction de CDO. Et moi, je suis assez confiant parce que le travail que nous amorçons aujourd'hui avec l'appui du ministère, graduellement, va nous permettre d'envoyer une nouvelle trame de DSI dans l'administration et qui vont surtout travailler en cohabitation avec les DRH. Parce qu'il y a un élément qui est important, c'est bien beau la digitalisation, mais il ne faut pas oublier le côté développement du capital humain. Donc, on va avoir un CDO qui va avoir des compétences techniques, mais qui aussi est capable d'interfacer, d'avoir le langage par rapport au développement du capital humain qui va avec, qui est fondamental. Parce que, imaginez-vous, on a aujourd'hui, au niveau du SIGFAE, qui est le système de gestion des fonctionnaires agents de l'État, on a 200 000 fonctionnaires, ça c'est a priori. Maintenant, après, toutes ces personnes-là, il va falloir les mettre dans un environnement digital, mais il va falloir aussi les encadrer par rapport à tout leur apprentissage, toute leur capacité d'absorption de tout ce qui est digital. Donc, c'est vraiment tout l'aspect conduit de changement. Tout à fait. Donc, ça va être un gros chantier en tout cas. Donc, le CDO, enfin DSI, enfin CDO, ex-DSI, techniquement doit être le meilleur, doit être un manager, doit être un leader, doit embarquer les différentes directions dans la transformation numérique. Beaucoup de responsabilités, beaucoup d'enjeux. Beaucoup de Il faudra bien le payer. responsabilités. Il y aura des projets
Ah, ça, c'est pour ça qu'il aurait été bien d'avoir les RH. Oui, mais c'est Parce vrai qu'il y a dû tout un avoir un RH. on aura besoin d'un certain nombre de potentiels, de profils. Encore, il faut que l'État qui sera à l'utilisateur soit prêt à dégager les moyens qu'il faut, non seulement pour les acquérir, mais les former. maintenir. Et les maintenir en poste, Et les maintenir, leur et donner les envie de former. rester. Et je pense que ça, c'est des aspects importants qu'il va falloir regarder dans la stratégie, dans la nouvelle stratégie de développement du secteur. Et dans cette stratégie, j'imagine que vous prenez en compte de la formation jusqu'à la manière dont justement on gère les talents au sein des administrations. C'est un vrai sujet. Et est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est prête à former ses futurs CDO? C'est une vraie question aussi. Alors, mais tout dépend des ambitions que nous avons. Quand on a les ambitions, quand on est d'accord, quand on a amené l'écosystème à adhérer à une vision avec des objectifs, et je pense qu'après, on définit les moyens et l'État... Mais quand on voit toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui, hier, et puis dans les startups notamment, il y a des talents, il y a des gens qui peuvent être ces futurs CDO demain. Il faudra juste être capable de les attirer dans les administrations et de les maintenir. Très bien, je pense que c'est un très beau mot, je vais envie de dire, de conclusion sur cette première discussion. Est-ce qu'on a des questions, Jean-Noël, des questions virtuelles ou non virtuelles? On a des questions virtuelles. Alors, elles sont bien parce que vous y avez répondu, mais ça va permettre de synthétiser, ça va nous permettre de faire une conclusion parfaite. Alors, il y en a une qui est un tout petit peu polémique dans son introduction. Dans beaucoup d'entreprises, les DSI sont relayés au rang de sapeurs-pompiers, résolution des problèmes informatiques. Quelle stratégie doit-on adopter pour valoriser les DSI et faire d'eux des acteurs clés du business? D'accord. Alors, de toutes les façons, ça c'est la vision, nous en avons discuté. Hein, c'est la vision classique, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais dans tous les développements que nous avons faits, on est tous d'accord pour dire que la fonction de DSI va changer. Ça va depuis la définition de son statut, l'adoption d'une nouvelle fiche de poste, l'identification du profil dont l'État a besoin pour sa transformation digitale. Et derrière, on revient aux moyens. Est-ce que l'État est prêt à acquérir ce type de profil, à le former et à le maintenir? Je pense que là va être tous les défis. Pour les ambitions que nous nous fixerons, on devrait trouver les moyens pour pouvoir répondre à cette question. Juste rajouter que moi je pense qu'aujourd'hui, nous, au côté Ansut, on est déjà dans cet amorçage. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la réalisation des e-services, on fait des séminaires chaque année où on convoque tous les DSI de l'administration qui viennent présenter les projets des ministères et on fait un tri, on fait un filtre et on fait une sélection des projets les plus pertinents de sorte à sortir des vagues d'année en année. Donc, je veux dire, on est déjà dans cette dynamique de ce nouveau DSI. On n'est plus dans une dynamique où on se dit c'est juste un pompier. Donc, il est partie prenante depuis en amont du projet. Donc, il structure le projet, on lui fait comprendre le projet. Souvent, il n'est pas le métier, mais il a la capacité de pouvoir comprendre qu'est-ce qui va être réalisé et quels sont les défis auxquels il va faire face pour s'assurer de faire vivre ce service-là de façon performante. Donc, je dirais, on y est déjà, mais ça va s'amplifier encore plus par encore plus d'implication des DSI, de sorte à ce qu'ils soient au cœur du sujet et que ça nous apporte toutes les retombées par rapport à l'exploitation de ces services-là. Merci. J'ai une dernière petite question aussi qui est encore en live, qui est extrêmement pragmatique. Alors pareil, vous l'avez abordé à travers différentes discussions, vous avez parlé de capital humain. Quelles compétences et qualifications minimales pour être un bon DSI de l'administration? Et moi, je rajouterais juste, parce que ça a été mentionné dans le débat d'avant, il y a beaucoup de talents, tu l'as dit, en Afrique. Ils sont chez VMware, pour reprendre, ils partent chez d'autres sociétés, dans d'autres pays et dans d'autres sociétés. Comment, quand vous avez des talents, vous pouvez arriver, alors première partie de la question, quelles sont les compétences et les diplômes minimums, et deux, quelles idées vous avez pour essayer de les retenir? Ben,
Je dirais d'entrée de jeu qu'on on en a énuméré tout à l'heure. Hein, il va falloir redéfinir la fiche de poste du DSI. On sait que ça va être un poste déterminant qui va être, je veux dire, qui va demander beaucoup. Donc ça, je pense qu'en temps et lieu, avec le travail qui est fait via le ministère et l'ensemble des entités de l'administration, on va définir ce poste-là. On va le structurer, on va le faire en fonction vraiment de ce qui est requis. Maintenant, comment s'assurer de les retenir? Donc je pense qu'il va y avoir des incitatifs. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir valoriser le poste. Aujourd'hui, c'est comme si à l'époque, je me souviens, à l'époque de nos parents, quand ils travaillaient dans l'administration publique, il y avait cette fierté. Donc, c'est ramener cette fierté-là de dire, ben, moi, je suis DSI de l'administration et j'assure l'exploitation de services que mes concitoyens ou mes personnes utilisent tous les jours. Donc, il faut vraiment créer ce sentiment-là je dirais, d'appartenance et d'implication du DSI, de sorte à ce qu'il sente son poste valorisé, il sente qu'il est important dans l'écosystème, dans tout le développement. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra faire attirer les jeunes qui sont aujourd'hui des développeurs de start-up, qui peut-être deviendront les CDO de l'administration demain. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a cette volonté-là d'aller dans ce sens. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, monsieur le directeur, pour conclure cette session. Alors, sur la question, je dirais, la vocation de tous les gouvernants ou de tous les gouvernements, c'est d'apporter le bonheur à leur population. Mais si on est tous d'accord pour dire que les technologies, ou en tout cas la digitalisation, est un accélérateur, est un moyen d'accélérer cela, ça devient un objectif primordial. Et à partir de ce moment, aujourd'hui, on est à l'aise pour dire vous accélérez, vous arrivez à une augmentation du taux de pénétration du large bande de 10 points, apporter un point en termes de croissance au niveau du PIB, mais c'est suffisamment parlant pour que les États en fassent des priorités. Et lorsqu'on a défini les priorités et qu'on pense que le capital humain qui accompagne cette stratégie, c'est le CDO, les États seront à même de se donner les moyens de former, d'acquérir et de maintenir ce type de profil. Donc nous restons très confiants, très positifs quant aux ambitions affichées par nos États et les moyens mettre en adéquation pour les atteindre. Merci, monsieur Konaté. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci beaucoup, vous avez été brillant. Je remercie encore. Merci à Zoom pour les applaudissements. Merci à tous ceux qui ont participé, enfin qui ont suivi cette session. Et donc Jean-Noël, je te laisse le mot de conclusion. Excusez, apparemment, il y a une question. On a une question dans la salle. Pardon. Oui. Voilà, j'ai une question. Je suis Hervé Hiro, Territory Channel Manager chez un éditeur de sécurité. Je peux poser. Ma question, c'est de savoir, aujourd'hui, on a parlé de digitalisation. Mais côté sécurité, véritablement, l'écosystème est en place. Quel est le plan aujourd'hui? Ma question s'adresse principalement à l'ANSUT. Quelle est la stratégie sécuritaire que vous mettez autour des différentes plateformes? D'accord, merci pour la question. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les e-services, tout ce qu'on réalise, on le fait avec l'inclusion de la dimension sécuritaire. On ne peut pas aujourd'hui développer des choses aussi sensibles pour l'administration sans en tenir compte. Maintenant, la question de sécurité, vous le savez, c'est un sujet qui est large, c'est un sujet qui est sensible. Et on s'améliore tous les jours de sorte à ce qu'on ait des plateformes beaucoup plus sécures et qu'en amont de la réalisation des projets, qu'on interpelle toutes les parties prenantes, autant les ministères qui sont les bénéficiaires, autant les partenaires, les prestataires qui nous accompagnent, on s'assure vraiment d'être selon les standards internationaux. Donc, de façon pratique, on le fait à travers nos projets. Maintenant, est-ce qu'il y a un cadre beaucoup plus spécifique pour les questions de sécurité? Je pense que notre ministère
travaille déjà sur des cadres régionaux dans le cadre de la CEDEAO. Il y a des initiatives très avancées dans ce sens où l'ANSUD participe auprès de notre ministère de tutelle, de sorte à ce que vraiment toutes ces couches de sécurité-là, autant la mise en place régionale que la mise en place locale, qu'elles soient renforcées et que ça apporte les gains autour des différents services que nous déployons. Est-ce qu'on a une dernière question dans la salle? Non, merci encore. Merci beaucoup et bravo, messieurs. Merci à vous, merci Ludovic pour la gestion de cette dernière séance. On est vraiment juste à l'heure. Il est exactement 18h. Alors je suis content. Alors j'aimerais prendre 2 petites minutes pour clôturer ces 2 jours fantastiques de débat. Quelle année 2020? Je vous le dis, chers amis, intervenants, modérateurs et auditeurs de notre plateforme web, les conférences ne seront plus jamais comme avant. Imaginez ces 2 jours de conférences avec 62 intervenants en présentiel et en distanciel, 300 inscrits sur la Côte d'Ivoire pour les conférenciers et plus de 2000 personnes inscrites sur les réseaux sociaux. Le poids du digital n'a jamais été aussi fort. Et pendant ces 2 jours intenses, nous avons parcouru tous les thèmes du digital, des infrastructures des télécommunications, du digital, de la gouvernance Internet, du e-gov, des GovTech, de la cybersécurité, de la mobile money et enfin des technologies disruptives. Covid-19 n'a pas seulement changé l'organisation des conférences, il a surtout mis chaque État africain en face de sa réalité digitale et face aux citoyens. Le digital est apparu comme un pilier cross-vertical pour la modernisation de toutes les industries, et j'ai bien dit de toutes sans exception. L'Afrique a pris à bras-le-corps cette opportunité et travaille d'arrache-pied pour rattraper son retard. Il en va de sa survie économique face à une révolution 4.0 qui a déjà démarré. Des initiatives panafricaines telles que Smart Africa sont les catalyseurs de cette dynamique sur le continent, et les startups que l'on a entendues cet après-midi sont le second moteur de cette révolution digitale. Cependant, il reste de grandes disparités, par exemple entre les grandes villes et le monde rural qui représente encore près de 80% de la population africaine. Et le second frein est générationnel. La plupart des dirigeants n'ont pas toujours bien compris les bénéfices de cette digitalisation. En revanche, la jeunesse africaine, si rien ne change, prendra la main et forcera les États à se digitaliser. Enfin, et comme dans beaucoup de domaines, le financement de ces projets reste encore trop largement sous-dimensionné. L'Afrique doit prendre sa part dans cette transformation digitale. Si elle ne prend pas la mesure de cela, elle partira, pour reprendre les mots de M. Tamalgo d'hier, vers une colonisation digitale pour les 100 prochaines années. Enfin, et comme on l'a entendu ce matin, si les services des États ne sont pas digitalisés, ils disparaîtront tout simplement. Alors je vous le dis, écoutez vos jeunes, suivez vos startups et emmenez le continent africain vers une démocratie digitale. Merci. Et je vais profiter de ces remerciements pour remercier l'accueil de la Côte d'Ivoire et du support infaillible de l'ANSUD sans qui cet événement ne pourrait jamais avoir lieu. Merci à nos sponsors qui nous suivent et nous soutiennent sans faille. Merci à e-conférence et ses équipes dynamiques et toujours sur le qui-vive avec le sourire. Merci aux équipes techniques, les chanteurs et Soukaina, la reine du digital. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, vous retrouverez tous les événements
tous les enregistrements. Je vous donne rendez-vous en 2021. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Je ne vais pas danser. Hein. Très bien. Alors, on fait un petit peu de rab. Ah, très bien. Jean-Michel, est-ce que vous m'entendez? Alors, il faut activer votre micro. Est-ce que là, vous m'entendez? Très bien. Non, je vous entends aussi, impeccablement. Ah ben voilà, on y arrive. C'est le dernier moment, c'est pour ça. Allez-y. Vous attendez quelque chose de moi? Un petit mot de la fin? Oui. Et oui. Eh ben, écoutez, en tout cas, moi, j'ai bien apprécié l'expérience, même si c'est toujours frustrant d'être à distance comme je l'ai été aujourd'hui, parce que voilà, il n'y a pas la convivialité, les échanges et les rencontres. Et malgré tout, je pense que c'est une belle expérience parce que ça a bien montré qu'on pouvait faire de l'hybride, pour reprendre l'expression que vous indiquiez, à la fois des gens en présentiel, des gens à distance. Demain, comme ça, mais beaucoup de nos travaux respectifs. Ça aura des impacts au-delà de la crise actuelle hein, sur les méthodes de travail. J'organisais un webinaire début septembre avec les deans de grandes écoles et universités sur le changement, l'impact du digital dans le travail des grandes écoles et universités françaises. Et le dean des arts et métiers nous disait j'avais rédigé en décembre dernier mon plan digital 2025. J'étais pas sûr qu'on y arrive. Et en septembre 2020, j'ai fait mon plan digital 2025. C'est-à-dire qu'en 6 mois, j'ai fait ce que je comptais faire en 5 ans. Donc, toute chose malheur est bon. Et je pense qu'on vit une période un peu difficile, il ne faut pas se leurrer, mais aussi avec des vraies avancées. Et le digital, le numérique est au cœur de ces succès. Et je pense que ce que vous avez fait là pendant ces 2 jours, c'est la démonstration qu'on peut intelligemment associer le numérique à grande distance, la preuve, je suis à quelques milliers de kilomètres, mais aussi le présentiel comme vous l'avez fait avec vos invités. Merci pour vos compliments. Puis, merci Jean-Michel. Et puis, ça nous permet de voir vos différents intérieurs parce que ce matin, vous étiez dans un endroit, puis là, vous êtes à un autre endroit. Comme ça, on peut visiter. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon. Alors, nous accueillons une star de l'ombre. Je vous le dis, il travaille dans l'ombre. Il n'a pas pu être avec nous pour des raisons personnelles. J'ai l'impression que Youssef, tu veux nous vendre ta voiture. Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis bon, je travaille et en même temps je gère beaucoup de choses. mais je n'ai raté aucune session. Ne t'inquiète pas. De toute façon, je voulais. Bon, j'étais en train de te préparer un message pour te dire bravo. Vraiment, tu as assuré toutes les séances. C'était vraiment pénible. Moi, j'imaginais. Depuis le démarrage que ça allait être vraiment difficile parce que c'était 2 pleines journées. Mais maintenant, quand on termine, on réalise vraiment la lourdeur de la tâche. Mais en tout cas, bravo. Et bravo surtout à toute l'équipe, à Soukaina qui a assuré, qui est ma main droite, qui gère plus ou moins toute la partie technique du programme. Khadija, Hind, surtout Hind, qui fait un travail vraiment colossal. Et puis à toute l'équipe technique qui a accompagné, donc, qui nous a accompagnés à Abidjan. Donc bravo et espérons que la prochaine fois, on se retrouvera dans un autre endroit. Il y a beaucoup de destinations qui se profilent, notamment la prochaine destination à Djibouti. Et donc voilà. Tu fais déjà le teaser, c'est bien. C'est bien, Youssef. Voilà.
Tu sais, et Voilà. Youssef, je suis que la partie émergée, tu as raison de préciser l'équipe. Si ça se passe bien ici, ça veut dire que les équipes ont parfaitement travaillé. Je voudrais juste être sûr, Youssef, tu conduis avec les mains, tu fais comment? Non, je conduis pas. Je suis, en fait, je peux pas te dire où est-ce que je suis exactement. Mais bon, là, je suis avec ma fille, elle est en train de prendre une glace. Et moi, je suis en train de travailler en même temps. Donc, C'est la mobilité, c'est ça. Maintenant, toi aussi, tu Mobilité. travailles de la voiture. Avec la Voilà. fille, la famille, et voilà. Ouais, bravo. voilà, donc, non, bon, de toute façon, comme j'insiste sur le programme ambitieux qu'on a voulu mettre en place, moi, Hassan et Hind, on est parti sur une 60aine de conférences. Malheureusement, on n'a pas pu réaliser le programme initial puisqu'on a dû, on a dû supprimer une quinzaine de séances. Mais quand même, on a essayé un peu de garder l'équilibre entre les différentes thématiques, que ce soit au niveau du digital, du cybersécurité, de l'Internet, de e-gov et tout ça. On a essayé un peu de mettre un best-of plus ou moins de thématiques. Et je pense que on l'a senti dans le débat et tout ça, ça a été vraiment, il avait de la passion, le fait de ramener plusieurs personnes qui sont basées dans plusieurs pays et leur donner un peu cette opportunité de débattre et de discuter, c'est vraiment extraordinaire. Et je pense que, comme tu l'as dit dans ton mot de clôture, c'est l'avenir de l'événementiel. Donc, on ne peut pas se contenter d'organiser un événement, mais il faut vraiment, grâce au digital, s'ouvrir sur beaucoup de choses et s'ouvrir, donc, permettre aux experts de parlement de participer à cet événement. Et c'est ça qui va vraiment créer une réelle valeur ajoutée au débat des conférences. Voilà. Merci beaucoup, Youssef. Merci, Jean-Michel. Merci d'avoir été présent. Merci, Youssef. Merci d'avoir mis le masque, même en distanciel. Là, tu es en super distanciel. Et il y a 2 personnes qui ont vomi parce que tu n'arrêtes pas de bouger la caméra. Bonne soirée, Youssef. Pardon, je m'excuse. Bonne soirée. Je croyais que tu conduisais, mais en fait, c'est toi qui nous fais croire que tu bouges. Non, je portais le banc. Je m'excuse. Et bon retour pour toute l'équipe. Merci. Merci bien. Merci, Jean-Michel. Merci vraiment. Merci à vous. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres surprises? C'est vrai? Je croyais qu'on avait Mark Zuckerberg. Test.